Bonjour chers amis de Radio Fringale, bienvenue dans cet épisode 2 du top 25 des coureurs, des plus grands coureurs du 21e siècle, des coureurs les plus impactants, ce que les Américains appellent dans leur terminologie les greatest, donc les 25 greatest coureurs cyclistes sur route masculins du 21e siècle. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode que nous avions tourné il y a quelques jours, vous avez pu écouter sur notre belle chaîne de Radio Fringale, et comme pour cet épisode 2, je suis toujours accompagné de mes deux fidèles camarades, Mathieu et Titien. Mathieu, comment ça va ? Salut Titien, salut Nico, ça va super. Très content de continuer à progresser dans ce top aujourd'hui. Il va y avoir du sel, du sucre, du poivre, toutes sortes d'épices aujourd'hui. Exactement. On va parler de très très belles personnes aujourd'hui, hein, Mathieu. Oui, que des belles personnes qu'on a tous adorées sur le vélo, évidemment. Évidemment, Titien, comment ça va ? Et surtout, Titien, on va parler de très très grands coureurs aujourd'hui. On va encore plus monter dans la hiérarchie, quoi. Ouais, bah là, on va rajouter quelques petits steps, quelques paliers au palmarès des coureurs qu'on va citer aujourd'hui. Donc, ouais, le classement a pas été facile, mais attention parce qu'il y a du gros palmarès pendant cette heure d'émission ensemble. Oui. Et là, quand on est dans le top 12 et qu'on rentre dans cette zone du top 10, là, c'est avant, vous avez pu le voir sur le recap qu'on va vous montrer dans quelques secondes à l'écran. Mais là, quand on est dans le top 12, c'est à la place près. Mais comment t'as osé le mettre derrière lui ? C'est pas parce que il y aura pas énormément d'écart, forcément, il y a peu de place, mais c'est surtout le classement entre ces légendes. D'ailleurs, en parlant de légendes, Mathieu, est-ce que tu peux nous faire afin qu'on puisse rentrer dans le bain de ce top 12, est-ce qu'en préliminaire, tu peux nous rappeler tes places 25 à 13, avec d'ailleurs une petite modification que tu voulais faire. D'ailleurs, le tableau, s'affiche à votre écran, sur votre écran. Mathieu, est-ce que tu peux faire un petit recap rapide de ton top 13, enfin de 25 à 13 ? Bien évidemment. Moi, j'avais commencé mon top par Marcel Kittel, puis après on était remonté avec du Julien Alaphilippe, du Joachim Rodriguez, Cadel Evans, André Greipel, Nairo Quintana, Wout van Aert, Eric Zabel, suivi de Robbie McEwen, Paolo Bettini qui se chevauchait avec Oscar Freire, Vincenzo Nibali, et puis à la place 13, à l'origine c'était uniquement Jonas Vingegaard, sauf que je me suis rendu compte que j'avais sacrilège oublié un coureur. Ce coureur c'est Remco Evenepoel. Je ne l'avais pas mis dans mon top 25 car je l'avais complètement oublié. Et donc c'est pour ça que moi je l'intègre 13e ex aequo. C'est pas exactement les mêmes palmarès, mais Remco a déjà seulement 25 ans, il a déjà 2 monuments, il est champion du monde, vous en avez bien parlé l'autre fois, il est double champion olympique, c'est le seul coureur de l'histoire à avoir fait ça. Il est beaucoup trop fort, ça fait déjà je pense 2-3 ans que c'est le meilleur rouleur du monde. Il a participé à son premier Tour de France l'été dernier, il finit directement podium alors qu'il y avait quand même des sacrés clients. Tout le monde le critiquait, tout le monde lui disait oui, nanana, haute montagne. Au final, il a répondu relativement présent. En tout cas, à son échelle, face aux deux ovnis, il se permettait même d'être offensif face à ces coureurs-là. Et pour moi, il mérite largement sa place en tant que 13e, à côté du bon vieux danois Jonas Vingegaard. Comment t'as pu l'oublier ? J'avoue que Remco, c'est pas forcément le coureur que j'apprécie le plus sur le vélo. Par contre, en dehors, j'adore. Hein. Je trouve sa personnalité géniale et hyper rafraîchissante. Mais ouais, je sais, des fois ça arrive, mais alors lui, j'ai complètement zappé. Et je pense que j'ai fait un peu le... Ouais, et puis je pense que j'ai aussi sous-estimé de tête son palmarès qui en fait est déjà monumental pour un coureur de 25 ans, mais j'ai un peu sous-estimé ça. Lui, c'est qu'une question de... Au moins, je me suis rattrapé. Ouais, Titien, lui, c'est qu'une question de temps avant qu'il atteigne le top 10. Hein. Ah ouais, tout à fait, il est vraiment pas loin du top 10, hein, Remco, il est encore jeune. Pour moi, il lui faudra, pour rentrer dans ce top 10, il faudra qu'il batte les meilleurs du monde en confrontation directe sur leur terrain. Et là, à mon avis, avec déjà le palmarès qu'il a, il y sera. Et tiens, d'ailleurs, je te passe la parole. Est-ce que tu peux nous faire un recap très rapide de ton top 25 à 13 ?
Ouais, bah vous le voyez à l'écran. Alors je vais pas récapituler tous les coureurs, mais ouais, ma petite entrée en matière, c'était avec Thibaut Pinot qui était 25e. Deux différents de maths. Moi, il y avait un Bradley Wiggins qui m'avait pas mal marqué. Et puis sinon, un peu, on se retrouve avec les mêmes coureurs. Marcel Kittel que moi j'ai mis beaucoup plus haut, qui m'avait pas mal impressionné. Et puis on s'était arrêté à la 13e place avec également Remco Evenepoel, donc voilà, des mecs comme Fréré, Nibali, Vingegaard qui viennent truster le top 15, donc ouais, on a à peu près les mêmes coureurs à quelques différences près, donc hâte de voir maintenant si normalement le top 12 on devrait tous avoir les mêmes coureurs, j'imagine. Oui, en tout cas, en très grande partie. Vous voyez également mon top 25 à 13. Alors, moi, j'avais évidemment donné des petites préférences personnelles sur des coureurs, notamment qui m'ont marqué dans ma génération, puisque ben, j'ai bien suivi les années 2000. Donc, vous voyez par exemple du Damiano Cunego en place 24, qui n'est pas chez mes collègues. Et oui, vous trouvez également un immense craquage avec Alexandre Vinokourov en place 17. Je précise que là, du coup, ce n'est pas uniquement au palmarès et au fait des suspicions de triche, de manipulation, mais vraiment, je trouvais que, pour revenir sur le cas Vinokourov en une phrase, c'est que on peut dire ce qu'on veut et je comprends tout à fait qu'il n'ait pas sa place dans le top 25 et je l'ai mis assez haut parce qu'il a une classe et un flow sur le vélo qui, moi, c'est absolument pas objectif. Déjà, c'est un classement qui pas objectif, voilà, parce qu'on a chacun nos préférences, mais le coup du Vinokourov en 17, je comprends tout à fait qu'il ne rentre pas dans le 25, mais pour moi, de ma génération, c'était vraiment de ces coureurs offensifs, et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition, puisque on va parler dans ce top 12 de coureurs offensifs, et c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs Remco Evenepoel, comme toi, Titien, en place numéro 13, et du coup, bah, comme toi, Mathieu, qui l'a rajouté, parce que bah, c'est un coureur offensif, et moi, les coureurs offensifs, audacieux, courageux, et puis qui arrivent à briller sur plein de terrains, c'est ce que j'aime, et c'est vrai que Remco a ce profil-là et j'aime beaucoup Remco Evenepoel. Pour moi, c'est vraiment très rafraîchissant dans le monde du vélo d'avoir un coureur comme ça capable de gagner sur plein de terrains différents. Et comme je l'avais dit dans la dernière émission, je me réjouis qu'avec peut-être l'âge, il décide de faire des courses type pavé ou type chemin blanc ou gravel pour essayer de les gagner parce qu'il a vraiment le coffre pour ça. Messieurs, on a fini de faire le recap. Je propose de passer à la place 12. Et on va passer du coup à un des coureurs qui n'a pas fait le top 10, ni chez vous. Titien, je te propose de commencer. Qui as-tu en place numéro 12 ? En 12, c'est Primoz Roglic, qui est en 12e place de mon classement. Il fait pas le top 10. Il fait pas le top 10 parce que pour moi, les 10 premiers, ça a tous été les meilleurs tout simplement les meilleurs dans leur spécialité, que ce soit Grand Tour, que ce soit classique, que ce soit contre-la-montre, que ce soit, voilà, c'est vraiment le boss de sa spécialité, ce que n'est pas Primoz Roglic, pour moi, qui est un excellent coureur, hein, Primoz Roglic, qui est un super coureur de course par étapes. Il a même un Liège-Bastogne-Liège à ajouter à toutes ses courses par étapes à son palmarès, donc c'est un très très grand coureur. Il a optimisé son palmarès au mieux. Malgré tout, Primoz Roglic, là où j'ai pas pu le monter plus haut, malgré pour autant la densité de victoire qui est juste impressionnante. Il a tout gagné sur les courses d'une semaine. Il a 5 grands tours, 4 Vuelta, un Giro. Mais voilà, moi je retiens deux choses, c'est que sur les 4 Vuelta de Primoz Roglic, bah voilà, ça reste la Vuelta. Alors c'est exceptionnel, hein. Mais est-ce qu'il était à chaque fois face aux meilleurs coureurs de sa génération? Alors, ils avaient qu'à être présents également, et c'est tout à fait exceptionnel ce qu'il a réalisé. Mais voilà, Primoz Roglic, moi, je voulais le voir et là, s'il avait gagné ce Tour de France 2020, il serait peut-être même top 5, voilà. Donc, mais il l'a pas gagné, et je retiens énormément cet échec, malgré tout, chez Primoz Roglic. Et puis que, bah, depuis cet échec, il est passé derrière, hein, Tadej Pogačar dans la hiérarchie mondiale. Sur les courses par étapes, pour moi, il est derrière Jonas Vingegaard. Donc voilà, il a optimisé, il a un magnifique palmarès, Primoz Roglic, mais malgré tout, pour moi, c'est pas suffisant pour faire partie des 11 monstres qui sont devant, qui sont les 11 coureurs les plus dominateurs dans leur catégorie de la génération des années 2000, 2010 et 2020. Donc voilà, Primoz Roglic, 12e de mon classement, parce que je pense qu'il aura du mal à évoluer, étant donné que je pense que ça, bah voilà, c'est passé, la gagne sur le Tour de France est passé pour lui, et malheureusement maintenant je le vois derrière beaucoup de coureurs de sa génération. Donc voilà, il a été vraiment le meilleur sur ces années 2019, et encore en 2019 on l'attend sur le Giro et puis il déçoit, il finit que 3e, et donc voilà, ça reste une déception. Et puis en 2020 c'était peut-être le meilleur coureur du monde avec Julien Alaphilippe plutôt sur la partie classique, mais il est battu sur ce Tour de France, et pour moi
défaite avec ce casque de travers, bah, ça met quand même un gros coup, mine de rien, dans la carrière de Roglic, qui reste magnifique. Donc, 12e place de mon classement. Pas facile à placer l'ami Primoz. J'imagine que voilà, moi je vais en reparler dans pas très très longtemps parce qu'effectivement il y a d'accord avec tout ce que tu as dit. Mathieu, un point au niveau de cette place 12. Est-ce que tu veux parler de Roglic ou est-ce que tu veux en parler plus tard? Et puis sinon, bah, qui est-ce que tu as en place 12? Bah, je vais en parler maintenant parce que j'ai également Primoz Roglic en 12e. Je rejoins plutôt bien les arguments de Titien. Il y a un palmarès qui est colossal, mais quand on regarde à chaque fois, bon évidemment sans dénigrer les autres coureurs, mais les plateaux sur lesquels il a remporté ses grands tours, où ça reste entre guillemets que des Volta, donc c'est le 3e grand tour de l'année. Et le Giro qui gagne, le storytelling du chrono final est magnifique. Mais ce Giro, on s'ennuie à mourir. Limite, on dort sur la moitié des étapes. Après, là où je trouve il a été le meilleur quand même pendant quelques années, c'est sur le domaine des courses par étapes d'une semaine. Merci. Où il les a quasiment toutes remportées. C'est monsieur course par étape d'une semaine, hein, je trouve, sur ce 21e siècle. Il me semble que j'avais noté exactement. Il remporte 10 courses par étape d'une semaine. Il lui manque que le Tour de Suisse. Théoriquement, j'espère qu'il va faire le Tour de Suisse cette année ou l'année prochaine. Et puis, un autre truc qu'on peut souligner sur Roglic, c'est quand même sa longévité, parce que il explose véritablement au niveau, déjà avec sa victoire sur le Giro en 2016, mais avec sa victoire d'étape sur le Tour de France 2017. Et depuis 2017, il a toujours été là comme un des meilleurs coureurs du peloton. Il y en a très peu qui peuvent se targuer au sein du peloton actuel d'être là depuis 2017. Quand on sait actuellement à quel point c'est dur de rester au niveau. Après, ce qui fait pâtir son image, c'est le Tour de France 2020. C'est une des images les plus marquantes de l'histoire du cyclisme. Ce casque de travers et puis Tom Dumoulin et Wout van Aert qui sont, mais c'est même pas dépités, ils sont atterrés devant ce qui vient de se passer. C'est ça qui en pâtit et tout. Et puis l'autre chose, on peut en rigoler, mais son statut de sprinter des montagnes, je pense que ça lui fait plus défaut qu'autre chose. Parce que du coup, Roglic, on n'a pas l'image d'un coureur qui est offensif, on a l'image d'un coureur qui attend toujours les 400 derniers mètres, parce qu'il a cette pointe de vitesse suffisante pour aller glaner des victoires, et la preuve, il a 88 victoires en carrière, donc comme a très bien dit Titien, son palmarès, je pense qu'il peut pas mieux l'optimiser. Mais il a jamais été le meilleur, sauf au départ du Tour de France 2020, où pour moi c'était l'ultra favori, et je voyais personne, et puis bon, malheureusement il est tombé sur un autre Slovène, et à l'époque on connaissait moyen, en tout cas le grand public. Et puis au final, depuis, quand on cite Primoz Roglic, c'est jamais lui le favori numéro 1. On dit il est là, il peut faire quelque chose et tout, genre il va viser le podium et tout. Après, l'autre chose c'est Roglic, il faut qu'il apprenne à tenir sur son vélo aussi, ça c'est autre chose, mais moi il pouvait pas rentrer dans le top 10 à cause de toutes ces choses-là, malgré une carrière qui est quand même magnifique. Alors, je vous le spoil, chez moi, il est en 11. Donc, moi, je l'ai mis à la porte, voilà. Donc, il y a une place de différence. Je l'ai mis à la porte. On en reparlera en 11 rapidement, vu qu'on parle de Roglic. Je vous dirai pourquoi je l'ai mis une place plus haut. Mais, je l'ai mis à la place du con. Parce que je trouve que ça lui va hyper bien. Je trouve que ça résume bien la carrière de Roglic de dire mais il y a un top 10, t'es juste en dehors. Pour moi c'est le poissard ultime, je trouve. Donc on l'estime à peu près au même niveau, hein. Vous le mettez 12, je le mets 11. C'est juste que je voulais faire ce petit clin d'œil pour Roglic parce que toute sa vie, toute sa carrière, il aura pas eu de bol. Et malgré son niveau extraordinaire sur les courses d'une semaine, mais on en reparlera parce que moi en place numéro 12, j'ai pas réussi à le rentrer dans le top 10. Lui aussi il était à la porte. C'est un des chouchous de mon enfance, enfin de mon adolescence, un coureur que j'ai adoré, mais j'avais Roglic au même niveau, voilà, il était en balancier avec Roglic, et j'avais 10 monstres devant, et malheureusement pour lui, je considère que c'est un excellent coureur, un coureur même plus fort que tous ceux qu'on a dit auparavant. Il y a des sacrés monstres, mais il n'est pas dans les 10 monstres sacrés de ce siècle, c'est Paolo Bettini. Et t'en avais parlé justement, toi tu l'avais mis en 15, 16, Mathieu? Il était en 13, 14, 15, 16, 16. Vous êtes terrible avec Paolo Bettini, hein. Oh là là. Moi je l'adore. Paolo Bettini c'est un de mes... Mais en fait, en remarquant le problème, et alors là pour le coup je dis Bettini, et c'est terrible ce que je vais dire, c'est bizarrement on retient de Paolo Bettini un coureur très polyvalent et un puncher, etc.
Mais en fait, quand on regarde ce qu'il a vraiment fait dans sa carrière, qui est une carrière extraordinaire que j'ai suivi, que j'ai adoré, il est double champion du monde, il a gagné Liège-Bastogne-Liège 2 fois, il a même réussi à gagner Milan-San Remo en 2003. En 2003, c'est l'un, si ce n'est le meilleur coureur du monde, en tout cas sur l'ensemble de l'année cycliste. Mais quand tu regardes ça, en fait, tu te dis, mais en fait, Paolo Bettini, il a jamais vraiment été dans des classements généraux. Il fait une fois un top 10 du Giro, et c'est même pas sur le 21e siècle, c'est en 1998, en 98. Et en fait, ben, alors qu'il avait un profil à pouvoir jouer potentiellement un podium sur une Vuelta, ben non, quoi. Il a jamais vraiment été dans ces choses-là. Moi, ça m'a un peu embêté, tu vois, dans un profil un peu de puncher, un coureur complet qui peut être à l'aise sur tous les terrains. Ben voilà. Il y a aussi bon, après c'est beaucoup dans le début des années 2000. Il y a des classements par points, ça c'est très bien. Il y a des victoires d'étape sur tous les grands tours, mais il y en a pas tant que ça. Il y en a une sur le Tour de France. Ah, quand on arrive à ce niveau de coureur-là, une victoire d'étape sur le Tour de France, ça commence à devenir léger comme palmarès. Il y a une seule grande course par étape, c'est Tirreno en 2004, là où il est dans ses années prime, 2003-2004. Et en fait, sur le Giro qu'il a fait à de nombreuses reprises, c'est son tour national. En fait, il y a que 2 victoires d'étape. Et 2 victoires d'étape pour un Paolo Bettini sur le Giro qui a remporté 2 fois le classement par points. Enfin, je trouve que beaucoup de fois, il a été battu par des mecs meilleurs dans son domaine, et ça montre à quel point il était polyvalent, il a une grande carrière, mais moi j'ai un problème de domination, c'est-à-dire que sur l'aspect des pures courses de puncher, putain, en 2003-2004 c'est le meilleur. Après, c'est reste que sur ce domaine-là. Et donc, je vais avoir un peu aussi une critique qui va se rejoindre avec des mecs comme Roglic et autres ailleurs. Donc, j'ai Paolo Bettini en place numéro 12. Titien, tu l'as plus haut que moi. Et Mathieu, tu l'avais en dessous. Donc, je vais démonter tous vos arguments, hein, je vous préviens. Ah, je sais que tu l'adores. Moi, je l'aime beaucoup aussi, mais voilà. J'espère que j'ai réussi à défendre le bon Paolo, que j'ai mis quand même devant des Vingegaard, devant des Evenepoel, devant des Fréré, devant des Alaphilippe, devant plein de monde. Donc, je le mets quand même devant du beau monde, Paolo Bettini. Je le mets pas 18e. Oh, c'est sûr. Est-ce qu'on est tout bon pour la place numéro 12 ? Ouais. Donc, on peut enchaîner avec la place. Oui, Titien ? Non, je disais oui, on est tout bon. Très bien, je vous place numéro 11. Alors moi je vais le faire très rapide. J'ai Primoz en place numéro 11, comme ça je le fais rapidement, comme ça vous pourrez parler de votre numéro 11. Moi comme j'ai dit, hein, place du con, et puis je suis d'accord avec tous vos arguments. Il y a quand même quelque chose, c'est que ce que je respecte, et c'est aussi ce qui lui a fait défaut, ce que je respecte énormément avec Roglic, c'est qu'il arrivait très très tard, hein, sur le cyclisme, hein, tout le monde connaît son histoire, et qu'en fait, la plupart de ses grandes victoires, il les fait relativement tard dans l'âge, comparé à aujourd'hui des Evenepoel, Vingegaard, Pogacar, qui à moins de 25 ans avait déjà un palmarès incroyable, avait déjà gagné des grandes courses. Primoz, il arrive sur le tard, il a un manque de technique qui va lui faire défaut dans sa carrière, mais alors que je pense que physiquement, athlétiquement, c'est le meilleur, mais pendant 2 ou 3 ans, il est juste une jambe au-dessus de tout le monde, tellement il est résistant, explosif, endurant, etc. Mais que le manque de technique et que son manque d'expérience sur 3 semaines et sur des courses par étapes très très longues, qu'on développe avec de l'expérience et de la jeunesse en tant que cycliste, ça lui fait défaut. Mais par contre, je rejoins, pour moi, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur coureur du monde et de cette tranche de ces quelques décennies sur des courses d'une semaine. Primoz Roglic sur une course d'une semaine, c'est incroyable. On a vu même là en 2023 sur le Tour de Catalogne. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est sur le Tour de Catalogne où il y a Remco qui essaie de le chasser. Hein. Ouais. Et Remco 2003, il est déjà très sérieux. Hein. Remco 2023, il est déjà très sérieux. Et on sent qu'il est en forme et qu'il est en canne. Remco, il est peut-être pas à 100%, mais il est pas loin de son 100% de forme. Et Roglic le tient mais magnifiquement. Et je trouve que c'était une très beau duel et une très belle passe de génération avec un Roglic qui, vu qu'il a commencé sur le tard, a aujourd'hui 35 ans. Et je pense que moi, je le mets parce que je pense qu'il en a encore un petit peu sous la pédale. On a fait ensemble la preview du Giro de cette année. Si tout le monde est à 100% et que la liste de départ est telle qu'elle, c'est le grand favori de ce Giro 2025. Est-ce qu'il va pouvoir le remporter ? Ça, c'est évidemment de la musique d'avenir. On suivra ça sur Radio Fringale. Mais je pense qu'il peut encore rajouter de belles courses
un Giro, pourquoi pas des médailles sur certaines courses, type championnat du monde ou autre. Il peut encore faire suivant les parcours et puis faire encore des podiums sur des grands tours, comme je dis, gagner des Giro ou gagner encore quelques courses par étape d'une semaine. Je pense qu'il peut encore en gagner. C'est pour ça que je lui donne cette place numéro 11, qui est évidemment la place du con avant le top 10. Bisous mon Primoz, ça se sentait. Et pour moi, je vais terminer par ça. Vous avez parlé du Tour de France 2020, c'est évidemment une tragédie, c'est un des plus grands moments de ces dernières 25 années de cyclisme. Simplement, moi, c'est pas tellement que ça fait descendre Primoz dans mon classement, ça fait monter quelqu'un d'autre dans le classement, évidemment. Donc voilà pour Primoz en place numéro 11. Mathieu, en place numéro 11, qui tu as? Alessandro Petacchi, que j'ai pas pu rentrer dans le top 10, je vais expliquer pourquoi. Mais Alessandro Petacchi, pour moi, c'est avant un certain autre sprinter. C'était pour moi le visage du sprint. Moi j'ai grandi un peu avec lui et puis qu'est-ce qu'il était fort. Faut juste rappeler que Petacchi, c'est 148 victoires au 21e siècle. 148 de ses 149 victoires, dont pas moins de 48 victoires en Grand Tour. Alors, il y en a beaucoup sur la Vuelta et sur le Giro, hein. Il y en a 42 des 48. Mais ce qui fait sa légende aussi à Petacchi pour moi, c'est que il ramène un maillot vert à 36 ans du Tour de France, et ça, c'est un de mes jeunes souvenirs qui m'a marqué. C'est pour moi, quand on parle de... Bon, il y avait plusieurs visages de la face à Bortolo, mais pour moi, c'était le visage numéro 1 de cette grande équipe italienne des années 2000. Après, bon, il faut mettre les pieds dans le plat. Pourquoi je le rentre pas dans le top 10? Parce que Petacchi, il incarne tout ce qui allait pas dans le cyclisme italien des années 2000. Trop d'affaires extrasportives, beaucoup trop d'affaires. Il a eu 2 affaires de dopage durant sa carrière, plus une à la fin de sa carrière où il a été suspendu, hein, post-carrière. Pour moi, toutes ces histoires, elles ternissent son image et mon estime de lui, qui, pour moi, je l'aurais mis beaucoup plus haut, parce que pour moi, dans les années 2000, il y a quasi personne qui le regardait dans les yeux. Le seul défaut qu'il avait, c'est qu'il passait pas une bosse, et que du coup, des sprinters polyvalents qui apparaissaient à cette époque-là, il y avait encore du Zabel, mais bon, des coureurs dont j'ai déjà parlé, type les McEwen, etc., eux, ils passaient les bosses. Donc c'est pour ça qu'ils passent à côté, je pense, de certaines victoires. Je pense que si Petacchi avait fait l'effort d'apprendre à passer les bosses, déjà qu'il a 148 victoires, il en aurait 220, 230. Et il aurait pas qu'un seul Milan-San Remo, je pense. Ouais, c'est ça. En termes de pointe de vitesse pure, c'était incroyable, Petacchi. Et puis il y avait aussi un sens du placement qui était complètement fou. Je trouve, il y a eu d'abord la première révolution de Cipollini, mais lui, il a encore plus révolutionné cet aspect du train de sprint. C'est le Cipollini 2.0. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y avait lui et il y avait le train de la T-Mobile / Team Telecom avec Zabel qui était hyper huilé. Mais le train de la face à Bortolo, c'était... Bon, il avait d'autres coureurs, peut-être, dont certains dont on va reparler, qui faisaient partie de son train de sprint ici. Mais Petacchi, c'était trop fort dans les années 2000. Et le fait qu'il ait réussi à gagner jusqu'à 37-38 ans sur les grands tours et même d'autres belles courses, ça rend sa carrière hyper longue, hyper belle. Mais bon, malgré tout, il y a aussi des choix de carrière qui sont très discutables, des choix de médicamentation qui sont très discutables. Je pense qu'il aurait eu par exemple une plus belle carrière s'il n'était pas parti à la Milram, mais bon, après ça, avec Dessy, on pourrait refaire l'histoire trop facilement. Mais du coup, lui aussi hérite de la place de con, parce que les 10 coureurs devant, pour moi, il y en a certains qui ont eu des histoires, mais Petacchi, il y avait trop d'histoires, trop d'histoires. Et je trouvais qu'il lui manquait ce truc où il a été le meilleur, mais c'était jamais non plus... Il y avait toujours un mec qu'on mettait à égalité avec lui, je le trouve. Donc pour moi, il hérite de cette quand même très jolie 11e place. Ouais, tu l'as mis nettement plus haut que nous. Titien, une dernière remarque sur Petacchi, ou alors tu veux passer directement à la place numéro 11? Non, bah écoute, après chacun a son avis, je le trouve un peu haut là pour moi, mais écoute, c'était comme tu dis, c'était le sprinter dominateur, et ça, il n'y a pas de remise en question des années 2000, donc voilà. Mais écoute, bonne transition, parce que moi j'ai un sprinter aussi en 11e position, j'ai mis Mark Cavendish en 11e place. Forcément, là, j'avais 11 coureurs pour 10 places, donc il a fallu en éjecter un du top 10, et c'est le pauvre Mark Cavendish qui s'y est retrouvé. Je pense que dans mon classement, il paye aussi le fait d'être un sprinter qui est pas forcément la catégorie de coureur à laquelle je vais le plus m'attacher, en tout cas. Voilà, enfin,
ça reste des mecs qu'on voit dans les 300 derniers mètres. Donc voilà, après Cavendish, c'est juste extraordinaire. C'est le recordman de victoires dans l'histoire du Tour de France. 35 étapes du Tour, 17 du Giro. Donc voilà, c'est juste rien que c'est incroyable. Un titre de champion du monde qu'il allait chercher, bon, sur un mondial qui était fait pour les sprinters, mais il a tenu son rang. Il est allé chercher cette victoire et c'était magnifique. Ce Milan-San Remo incroyable là, avec cette attaque d'Henry Schossler à 300 mètres de la ligne. On croit que c'est plié. Et puis Cavendish qui fait un retour mais de fou furieux et qui vient battre Osler vraiment dans la dernière seconde de la course. C'était un des magnifiques finaux de Milan-San Remo. Donc voilà, forcément Cavendish c'est une légende du vélo. Après c'est 11 légendes pour moi aux 11 premières places et je l'avais mis dans mon top 10 au début et puis j'ai refait passer le coureur que j'ai mis en 10e juste avant. Donc voilà, Cavendish c'est 10,5 quoi, mais ouais, c'est juste le meilleur sprinter du siècle, le meilleur sprinter probablement de tous les temps. C'est un style inimitable sur le sprint, c'est une longévité mine de rien parce que Cavendish il est arrivé en 2007 et il gagne en 2024 sa dernière étape du Tour, donc c'est une longévité de plus de 15 ans et au sprint faut le faire quand même, hein. Il gagne quand même sur le Tour de France à 39 ans et ça c'est un truc de fou furieux, même cette année, enfin à 39 ans c'est un modèle de gestion de sprint où tu vois que le mec sait encore parfaitement se glisser et aller chercher une victoire, parce que sa victoire au Tour de France cette année, elle est tendue à un niveau physique qui était, à mon avis, c'était pas le meilleur sprinter du peloton, mais c'était surtout dû à cette facilité, à cette agilité, à se glisser dans un sprint, à ses 15 ans d'expérience du métier, voilà, et puis à cette hargne, voilà, Cavendish jusqu'au bout, il a voulu faire un année de plus jusqu'au bout, il a cru à son rêve d'être recordman du Tour de France, et je pense que moi j'avais un petit peu renoncé à ça et finalement il l'a fait. Donc ouais, c'est juste incroyable la carrière de Mark Cavendish, et c'est vraiment juste parce que c'est un sprinter et que du coup il m'a moins marqué que les 10 coureurs devant qui rentrent pas dans ce top 10, mais il y aurait sa place. Mais vous allez sûrement en reparler. Bien, bah, il est beaucoup plus haut. Il est beaucoup plus haut chez moi. On va en reparler, hein. Très bien. On va en reparler. Donc, on a les 10 mêmes, sauf que, Titien, tu as une différence avec nous, c'est que toi, tu as Paolo Bettini dans le top 10, alors que nous avons Mark Cavendish dans le top 10. C'est un peu la différence que je vois, mais sinon, sur les 9, on doit avoir les 9 mêmes, sinon. Oui, je pense. Je pense. Et ben, Stéphane Koum, non? Exactement. Et Mauro Schmitt, hein. Mauro Schmitt, ça déconne pas, hein. Mauro Schmitt, et puis un petit Beatsberg. Non, je déconne. Voilà, t'es remonté loin là. Oliver Zog. Oliver Zog, vainqueur de monument. Hein. Vainqueur de monument, ça déconne pas. Non, arrêtez de spoiler mon top 10. Maintenant, Mathieu, on va rentrer dans les choses sérieuses. Est-ce que on se reverrait pas une petite 10e place, Mathieu? Qui est 10e chez toi? Christopher Froome, que j'ai mis 10e. J'avoue que j'ai eu du mal à classer parce que alors Chris Froome, je suis de la génération des années 2000, donc il m'a traumatisé. Pour moi, c'est le visage de la Sky qui est sûrement l'équipe que j'ai le plus détesté de toute ma vie. Cette façon de courir du cyclisme, vraiment que j'ai limite haï. Mais malgré tout, bah Chris Froome, c'est un palmarès de dingue, hein. C'est 4 Tours de France, dont 3 de suite, en écrasant la concurrence. Il a 2 Vuelta, bon, une qui récupère sur tapis vert grâce aux malices des coureurs espagnols. Il a un Giro avec un des plus grands exploits du siècle, vers le Colle del Finestre, dont on avait bien parlé lors du Giro. Même si cette année-là, 2018, est très particulière parce que il participe au Giro à cause d'une menace d'interdiction de participer au Tour de France. Après, le problème de Chris Froome, pourquoi je pouvais pas le mettre plus haut, en fait, c'est que en termes de grand tour sur le milieu des années 2010, c'était de très loin le meilleur du monde. Ça, il y avait aucun débat. Même si moi, je maintiens avec Vincenzo Nibali que le Tour de France 2014, Nibali l'aurait quand même gagné. Ça, je maintiens cet avis-là. Mais le problème, en fait, c'est qu'il a jamais extrêmement brillé sur les courses par étapes d'une semaine. En fait, il a que entre guillemets 3 Dauphinés et 2 Romandie, mais ça s'arrête là. Je trouve que, en fait, bon, c'est déjà bien d'être le meilleur du monde sur les grands tours, mais j'aurais aimé qu'il soit aussi présent sur les courses par étapes d'une semaine. Alors, ça a laissé la place à coureurs, mais c'est aussi le cas sur les monuments, sur les classiques d'un jour. Il a jamais été là. Après, c'est vrai qu'il avait aucune pointe de vitesse, hein. Quand il accélérait, c'était limite s'il reculait.
À tel point, c'est pour ça qu'il avait son sprint emblématique des mains sur le guidon. Après, c'est pas un coureur que j'apprécie particulièrement, mais juste pour son entre guillemets petit palmarès de 46 victoires. C'est quand même 7 grands tours remportés. Mais bon, je pouvais pas le mettre plus haut parce que toutes les histoires qu'il y a eu autour de la Sky et même de lui-même, hein, c'était trop pour le rentrer dans le top 10. Après, et puis aussi, ah oui, pardon, il est 10 du coup, mais je pouvais pas le mettre plus haut. C'est ça que je voulais dire. Et puis ses choix de carrière, bon, après, c'est sûr, il y a eu cette terrible blessure, mais ses choix de carrière que j'apprécie pas forcément. Disons que il va pas monter dans mon estime et je pense qu'il se fait plus de mal qu'autre chose depuis 2-3 ans. Alors je vois l'idée de persévérer à continuer de rouler parce que je pense que c'est une vraie passion, mais je pense qu'il se fait plus de mal qu'autre chose. Mais en tout cas, l'OVNI britannique devenu le quadruple vainqueur du Tour ne restera que 10e dans mon top. Ouais, 2315e coureur mondial actuellement, selon le classement de l'année 2024, je viens de vérifier. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Piscien, est-ce que tu as des remarques par rapport à Christopher Froome ou est-ce que tu veux nous dire qui est 10e dans ton classement? Et bah les deux, mon capitaine, puisque Christopher Froome, il est 10e de mon classement aussi, donc ça tombe très très bien. Je suis assez d'accord avec ce que Matt a dit. En fait, je pense qu'en termes de palmarès pur, il mériterait d'être plus haut, évidemment, parce qu'il a le record de victoire du Tour de France sur le 21e siècle, ce qui est quand même pas rien, c'est quand même la plus grande course du monde. Et puis voilà, enfin cette impression, c'était vraiment extraordinaire. Christopher Froome, j'ai encore ce Ventoux 2013 en mémoire là quand il attaque. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était vraiment une super puissance. Son étape sur le Giro 2018, là, l'étape où il passe comment s'appelle le col, le Finestré, là, où il attaque à 80 km de l'arrivée. Enfin, c'est un des plus gros exploits, je pense, de l'histoire que j'ai vu. Cette étape, surtout que Froome, il était à la ramasse toutes les étapes d'avant. Donc, non, c'est un énorme coureur, Christopher Froome. Après, sur ce top 10, pour moi, il y a forcément de l'objectivité, il y a aussi de la subjectivité. Comme dit Matt, c'est un coureur il m'a fait passer des mauvais moments. Enfin, je détestais la Sky aussi, cette Sky qui annihilait tout. Et puis, ce style de Christopher Froome, ce coureur qui débarque de nulle part. Moi, enfin, je me souviens de cette Vuelta 2011 où je vois un coureur de la Sky, ils sont 5-6 dans un groupe de tête avec des Dan Martin, des Joachim Rodriguez, des Bradley Wiggins. Et puis, il y avait un équipier de la Sky qui était encore là, une grande tige, et je me fais, mais c'est qui lui? Enfin, et puis là, c'était Christopher Froome, et j'ai dit, mais c'est qui ce coureur? Enfin, et vraiment, je me sais, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Et puis, en fait, finalement, il va finir deuxième de cette Vuelta, juste derrière Juan José Cobo. Derrière, l'année d'après, c'est le plus fort sur le Tour de France devant Bradley Wiggins. Et puis ensuite, il va ravager les Tours de France des années suivantes avec une facilité déconcertante. Enfin, c'est ce style qui ressemblait à rien, c'est cette arrivée de nulle part. Enfin, voilà. Et puis, c'est il y avait rien à faire contre Christopher Froome avec son équipe. C'était tout huilé, ça gagnait, etc. Donc, c'est pas forcément un coureur que j'ai beaucoup apprécié. Et forcément, ça lui fait tomber de quelques places dans ce classement parce que je pense que il aura vendu je suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de fans dans sa carrière, Christopher Froome. Alors je suis pas partout, mais j'entends des personnes dire ouais, Froome c'est incroyable, il me fait rêver, ce style, etc., cette domination, enfin voilà. Donc tout ça fait que je l'ai mis un peu plus bas dans mon classement, et ce qui le fait baisser aussi dans mon classement, c'est cette fin de carrière qui ressemble à rien. On a compris, Chris, tu vas chercher de l'argent en faisant le cyclotourisme dans le peloton, mais c'est un niveau qui est indigne depuis quelques années. Moi, j'ai des potes, pour vous dire, les gars, qui suivent le cyclisme depuis 2-3 ans, là, et ils n'arrivent pas à croire que Chris Froome, c'était le plus grand coureur de grand tour des années 2010. Vraiment, ils me disent, mais c'est pas possible. Enfin, tout ce qu'ils voient de Christopher Froome... Sa blessure est terrible. Sa blessure est terrible, évidemment, mais à quoi bon continuer? J'ai l'impression, si ce n'est financièrement, il est en train également, je trouve, voilà, enfin, Chris Froome, c'était un mec incroyable en termes de niveau, et puis là, vraiment, depuis 3-4 ans, il y a rien, et je suis pas sûr qu'il fait en sorte qu'il y ait plus Christopher Froome, donc blessure ou pas. Donc vraiment, cette fin de carrière, pour moi, et ce sera la même chose, vous verrez sur le coureur qui va suivre, la fin de carrière, elle joue beaucoup dans la dépréciation que j'ai de ce coureur, et malheureusement ça le fait tomber aux 10e place, même si voilà, Chris Froome c'est un des coureurs qui m'a le plus impressionné en termes de niveau, parce que c'était tout bonnement incroyable. Il a mis des attaques
enfin, c'était juste trop fort. Donc, ouais, Christopher Froome, 10e position de mon classement. Eh ben, vous savez quoi, je vais compléter cette minute britannique, vu on y est. On a parlé de Cavendish, de Froome, ils sont là également dans mon classement, puisque je vais vous faire directement mes places 10 et mes places 9, puisque pour moi, j'ai réservé ces deux places à la révolution extraordinaire du début des années 2010 d'un pays qui n'était pas un pays de vélo et qui est devenu un des pays les plus dominants, si ce n'est le plus dominant des années 2000, de la décennie 2010-2020, hein, voilà. C'est-à-dire la Grande-Bretagne, avec en 10e Mark Cavendish, comme vous venez d'en parler, et en 9e Christopher Froome, avec des profils extrêmes, puisque Froome c'est extrême grand tour, et puis Cavendish c'est extrême sprinter. Je ne pouvais pas sortir Mark Cavendish, je suis d'accord avec tous tes arguments, Titien. Je ne pouvais pas sortir Mark Cavendish de son top 10 parce qu'il a été chercher le record d'Eddy Merckx de 35 victoires sur le Tour de France à l'âge de 38-39 ans. Enfin, Mark Cavendish, c'est si on prend un coureur et qu'on le spécialise, je sais pas, vous faites votre coureur sur Pro Cycling Manager, tiens, vous faites votre coureur et vous le spécialisez à 100% dans le sprint et dans rien d'autre, vous mettez tous vos points dans le sprint. Vous mettez dans explosivité, plat, sprint, placement, enfin, vous prenez toutes les caractéristiques du sprinter, vous le mettez, vous avez Mark Cavendish. C'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut dans mon top 10. Parce que son palmarès est extraordinaire, mais il est uniquement dans le sprint. Il y a un magnifique titre de champion du monde. Ça joue aussi pour le rentrer dans mon top 10. Mark Cavendish, moi, c'est un coureur que j'ai eu de la peine à apprécier. Je l'adore, mais ça a mis du temps. Au début, quand il est à la T-Mobile et quand il est à HTC Columbia, il y a une domination en termes de pointe de vitesse, en termes d'explosivité, il est dans ses meilleures années et c'est extraordinaire ce que fait Mark Cavendish. Mais j'ai de la peine, il a cette attitude très arrogante, assez typique des sprinteurs de cette époque-là, où c'est moi le mal alpha, c'est moi le plus rapide, etc. Donc j'ai de la peine avec Mark Cavendish. Après, c'est vraiment une question de personnalité, c'est purement subjectif. Et puis après, en voyant les galères qu'il a eues, en voyant les belles victoires qu'il a été chercher, et en le voyant avec justement construire sa famille en dehors du vélo, donc avec sa femme, ses enfants, etc., puis commencer à s'assagir parce qu'il a appris l'humilité avec des grosses blessures. Moi, c'est un coureur dans sa deuxième partie de carrière, chez Quick-Step, chez des deux passages chez Quick-Step, hein, le premier à l'époque 2013-2015, et puis le deuxième passage où il revient sur le Tour de France et il claque 4 étapes. Là, j'ai vraiment apprécié l'homme, en plus du coureur qui était incroyablement dominant, apprécier l'homme Mark Cavendish et son départ. Moi, c'est aussi ça qui le fait rentrer je pense pas... parmi les coureurs qu'on va voir là, on va parler de Chris Froome, justement, ou sa fin de carrière, n'importe quoi. La fin de carrière de Mark Cavendish, c'est extraordinaire. Il est reçu chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Il a un podium. Il a rien gagné sur ce Tour de France à part le fait de savoir sa 30e victoire. Il y a Tony Parker qui vient avec lui sur le podium du Tour de France, qui lui remet un trophée, etc. Tout le monde est content pour lui. Il y a ses enfants l'année dernière. Enfin, il a eu une des plus belles fins de carrière qu'on puisse imaginer. Il a duré longtemps. Il a eu des galères. Il est remonté. C'est des très très hauts et des très très bas. Mark Cavendish. Il y a des choses assez inacceptables et il y a des choses assez incroyables dans la carrière de Mark Cavendish. Et pour moi, voilà, c'est pour ça que malgré le fait que ce soit pas le palmarès le plus polyvalent de l'histoire et que c'est jamais été le meilleur coureur du monde sur une année et qui se contentait d'écraser les sprints avec ça. Voilà, c'est pour ça que je le mets, mais je le rentre quand même pour toutes ces raisons dans le top 10. Il a aussi réussi, ça j'aime bien, à récupérer comme Alessandro Petacchi, tous les classements par points des grands tours, en Italie en 2013, et puis Tour de France 2011 et 2021. Ça, c'est très fort. Le maillot vert, vraiment l'argument déterminant pour faire rentrer Cavendish dans le top 10, parce qu'il a toujours été autour de ces places-là. Pour moi, c'est vraiment le Tour de France 2021, je m'en remettrai jamais. Le Tour de France 2021, de revoir Cavendish à 35 ans, faire ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Et puis, voilà, donc ça c'était pour Cavendish, et j'enchaîne directement avec la place numéro 9, puisque j'ai mis Chris Froome une place devant vous. Parce que le Giro 2018, il doit jamais le gagner, et il le gagne aussi parce qu'il y a une grosse craquette de Yates. Je pense que si Yates est à peu près à son niveau, il le perd pas. Il y a une énorme craquette de Simon Yates. Voilà, c'est comme ça. Et puis, mais il en profite et c'est extraordinaire. Et je reviens quand même sur un élément. Je pense vraiment que sur la période 2012-2017,
peut-être 2018, c'est le meilleur coureur sur les grands tours qu'on ait vu, et que je pense que le 2014, tu dis Nibali il le gagne, euh, ouais, ben moi je pense que c'est vraiment les meilleures années de Chris Froome, et que je pense que il va être très très dur à battre. Je pense que Nibali lui rend la vie très très dure, mais je suis pas sûr que si Chris Froome reste sur le vélo, il le gagne. Après bon, bah tant mieux pour Nibali, hein, il le gagne d'une très belle façon, on va pas lui enlever. Et puis le Tour de France 2012, c'est une blague. Enfin, je veux dire, le Tour de France 2012, on le tient en laisse avec Wiggins. Il y a plusieurs étapes de montagne. Même si Wiggins est très fort, oui, il est intouchable. Surtout qu'en plus, quand on regarde à posteriori la concurrence sur le Tour de France 2012, elle est pas folle. Hein. Un des meilleurs coureurs en montagne sur le Tour de France 2012, c'est Thibaut Pinot, qui est tout jeune, qui est maillot blanc. Il y a dans les adversaires de ce Tour de France 2012, il y a TJ Van Garderen, il y a Cadel Evans qui est pas au top de sa forme, il y a Nibali mais qui est pas encore le Nibali qui est bon mais qui est pas aussi dominant qu'il va être dans les années suivantes. Donc je veux dire Wiggins se balade et Chris Froome le tracte tout le long de ce Tour de France dans la montagne, même si Wiggins il est fort, hein, il était fort depuis quelques années, donc il l'a pas volé sur Tour de France 2012, mais quand même un peu. Et Sky, à l'époque c'était Sky, a décidé de faire gagner ça. Et je suis d'accord, je peux pas le mettre plus haut parce qu'effectivement l'équipe Sky, elle était en avance sur son temps sur beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui chez la Jumbo, Visma, qu'on a vu aujourd'hui chez UAE, dans ces équipes très dominantes. Ils ont repris ce côté-là, les gains marginaux, et Chris Froome a été vraiment le représentant, l'emblème de sa place numéro 9 pour Christopher Froome. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur la place numéro 9. J'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser la place, puisqu'on a parlé de coureurs dont on a déjà parlé. Mathieu, qui as-tu en place numéro 9 ? Moi, je vais aller rapidement. J'ai Mark Cavendish en numéro 9. Il était très difficile à classer Cavendish parce que. Tu nous rejoins. Déjà. Tu nous rejoins. Ouais, parce que déjà pour moi, c'est un des rares coureurs où, franchement, sa polyvalence, c'est tellement pas un problème à mes yeux, tellement en fait, sur le sprint, c'est le meilleur sprinter de l'histoire. Donc, ça au moins, c'est réglé. Oui, c'est le recordman de victoires sur le Tour de France. Il a 165 victoires en carrière. Faut se rendre compte de cette folie. Il a 55 victoires sur Grand Tour. Enfin, et puis le maillot vert du Tour de France 2021, il est extraordinaire. Il a les larmes aux yeux sur les champs. Enfin, c'est absolument génial. Il a quand même réussi à glaner un monument et un championnat du monde, même si le championnat du monde était très particulier. Hein. C'était le parcours était façonné, on va dire, un peu pour le Cavendish de ces années-là. Mais en fait, Cavendish, ce qui est très fort dans sa carrière, c'est que un de ses tout premiers Tours de France, c'est le Tour de France 2009. Et il le commence de quelle manière ? 6 étapes sur un même Tour de France. Et puis, quand on parle de train de sprint, Cavendish, c'est indissociable de Mark Renshaw. On demande à n'importe quel suiveur Cavendish, Mark Renshaw, c'est le duo qu'on nous sort directement, tellement ils étaient emblématiques. Tu parlais du Tour 2012. Moi, j'ai souvenir de Cavendish cette année-là qui passe à la Sky où il est monstrueux sur ce Tour de France 2012. Il a un peu un rôle à la Michael Bjerg, à la Vegard Stecklengen, alors qu'ils n'ont pas du tout le même profil, mais il fait toute la plaine Cavendish sur ce tour-là, et ça m'avait marqué parce que malgré tout, il arrive à gagner 3 victoires sur ce tour où il est beaucoup trop fort. Et puis Cavendish, c'est une intelligence de course dans le sprint, mais qui n'a jamais été égalée, même sur des coureurs punchy ou classic man. Pour moi, c'est l'intelligence parfaite sur le vélo, toujours à se faufiler. Alors, il a eu des comportements parfois extrêmement déplorables, mais il en a également subi. Hein. Je me souviens sur le Tour de France 2017 où Sagan avait décidé de ruiner sa carrière. Donc ce genre de choses-là. Et puis, moi, Cavendish, c'est aussi... c'est Monsieur Rédemption, parce qu'il a eu des gros trous dans sa carrière, malheureusement. Il a subi des sacrés trous. Hein. Le milieu des années 2010, il est dramatique pour Cavendish. L'époque Dimension Data et Bahrain McLaren, on se dit, ça y est, c'est terminé. Et c'est là que le Tour de France 2021, pour moi, le fait rentrer définitivement dans la légende. Après, je pouvais pas le mettre plus haut non plus, même s'il a commencé très haut. Hein, de base, il est top 5, mais en fait, oui, c'est le meilleur sprinter du monde. Mais
j'ai pas cette attache qui fait que je pense que je l'aurais mis plus haut si il avait été non seulement meilleur sprinter du monde, mais s'il avait été très présent sur un autre type de course, par exemple les classiques du mois de mars, les classiques avec du vent, pour moi j'aurais bien aimé qu'il remporte un Grand VV Game ou ce genre de les 3 jours de la panne, ce genre de course là qui était faite pour lui, je pense ça l'aurait un petit peu plus boosté Mhm. dans mon top, mais D'accord. Cavendish c'est une figure générationnelle à mes yeux. Puis qu'est-ce qui était fort, quoi. Il y a pas une année où sur les sprints, on le nommait pas à la différence d'autres coureurs dont j'ai parlé avant. Les Kittel, c'était pendant quelques années, Greipel aussi, mais lui, c'était tout le temps. Du Mhm. moment qu'il est arrivé au plus haut niveau avec la Team Mobile à partir de 2007, parce que c'est vrai que ça on l'oublie, mais il a commencé à la Team Mobile, qui est devenu par la suite Columbia, mais à partir de 2007 jusqu'à 2024. Et puis il y a cette étape légendaire du Tour 2024 où on se dit en 2023 quand il se fracture la clavicule, mais c'est le monde du vélo entier qui Pleure. pleure cette fracture de la clavicule. Tout le monde est dégoûté, tout le monde se dit mais non, mais il va aller chercher le record, c'est pas possible. Mais c'est mal connaître le personnage, il a 39 ans et alors c'est pas la plus belle victoire au sprint de ce Tour de France là, mais qu'est-ce qu'elle est intelligente. C'est limite si enfin Philipsen il joue battu derrière parce qu'il sait. Je pense que Philipsen était plus rapide sur sprint là, mais Cavendish était trop intelligent sur cette victoire-là. Et Cavendish, c'est une Et figure on- générationnelle et il a largement sa place à sa 9e place. J'ai peut-être un petit regret de ne pas pouvoir le mettre plus haut, mais bon, 9e, c'est déjà bien. On oublie d'ailleurs qu'avant sa grosse chute en 2023, il gagne l'étape de Rome, la dernière, la 21e étape du Giro avec Geraint Thomas qui lui Emmené par emmène le son sprint copain. dans le dernier kilomètre. Et ça, on se dit, mais il a quand même l'étape de Rome à son palmarès, parce que évidemment, il a l'étape de Paris, voilà, etc. Enfin, il a gagné beaucoup d'étapes sur le Tour de France, c'est le recordman. Mais il a aussi été garnir, il a le sprint sur Rome en 2023, alors qu'il a 37-38 ans, quoi. Ouais, donc Mais c'est une il est en constance forme. dans les moments de haut niveau. Parce que Ouais, je me souviens, exactement. son année 2024, elle est catastrophique. Hein. Concrètement, on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire sur le Tour? C'est impossible. Je crois il doit avoir 2 victoires dans l'année, dont une au Tour de Hongrie. Ouais. On se dit c'est impossible. Ouais, c'est Cavendish. C'est Cavendish. On lui demande d'être là En plus, parce que ce qui est fou, c'est Cavendish sur ce tour-là, il fait un seul top 10. Il fait un seul top 10. C'est aussi Il gagne. simple que ça. Il a sa victoire et derrière, il s'en fout. Il est en roue libre. Et puis en plus, ce Tour de France là 2024, il le commence, il est malade, il avance pas en Italie. On se dit qu'il va direct abandonner, mais Parce c'est ça aussi. Un coureur, il y a ses performances, mais aussi les moments de légende. Et il en a tellement Cavendish que là, que on c'est rentre dans aussi. le très haut standing. Pour moi, c'est le Ouais, premier vrai coureur où lui, il a des moments de légende à tirer l'arigot, quoi. oui, et puis il y a un autre point justement sur sa fin de carrière, c'est que alors qu'il est âgé, qu'il en peut plus, etc. En 2023, on a dit il gagne l'étape du Tour d'Italie de la dernière, donc ça veut dire qu'il termine le Tour d'Italie. Et en 2024, il va jusqu'à Nice, il termine le Tour de France. Alors qu'il aurait très bien pu dire, et il a été jusqu'au bout, il s'est arraché, il s'est tellement fait mal en montagne. Tu voyais des fois, il restait avec 3 minutes au chrono, 2 minutes au chrono, 1 minute au chrono, et il terminait avec ses coéquipiers. Bon, ses coéquipiers l'ont énormément aidé, bien sûr, pour rouler dans la plaine, etc. Mais il s'est arraché alors qu'il a bientôt 40 ans. Et immense respect pour Mark Cavendish. Du coup, ben, Cavendish en 9 chez toi, en 10 chez moi, et en 11 chez Titien, ce qui me permet d'ailleurs de passer la parole à Titien pour terminer cette place numéro 9. Qui as-tu en place numéro 9, cher Titien? En 9, alors là, je vais pas vous choquer, j'ai mis Peter Sagan en 9ème position. Je pense que vous l'avez mis plus haut, hein. Un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, ok. Moi, je fait, beaucoup plus haut. tu l'as mis beaucoup plus haut. En fait, je suis partagé sur Peter Sagan. En même temps, c'est le coureur iconique des années 2010. Et en même temps, Peter Sagan, moi, je l'ai découvert sur ce Paris-Nice 2010, hein, là où il a explosé à 20 ans aux yeux du monde en allant chercher 2 étapes. Enfin, c'était juste incroyable. Et je suis tout de suite devenu fan du coureur à ce moment-là. Et quand je regarde la fin de sa carrière, alors, je dirais pas que c'est la déception, parce que c'est quand même un palmarès incroyable. Mais je m'attendais à mieux. Je sais pas comment dire. Alors effectivement, il y a ces 3 titres de champion du monde, et 3 à la suite en plus, hein, c'est juste fou. 12 étapes du Tour de France, les maillots verts, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses.
je remets pas en question sa capacité à gagner des étapes. Voilà, il avait avec ce profil de toute façon de sprinter puncher. Voilà, énormément d'opportunités de gagner des étapes. Il y en a 18 sur le Tour de Suisse, donc voilà. Enfin, c'est vraiment un truc de fou tout ce qu'il a gagné, Peter Sagan. Hormis ses titres de champion du monde sur les classiques. Alors, son titre de champion du monde qui m'a le plus marqué, c'est celui de 2015. Là, vraiment, c'est le plus fort. Il assume. Il sort vraiment de 2 années, Peter Sagan, où un peu compliqué, ou suite à son année 2012, hein, on se souvient, 3 étapes sur le Tour de France, c'était juste un truc de fou, Peter Sagan. Et ben ensuite 2013 et 2014, c'était un petit peu plus compliqué. 2015, c'était pas non plus encore hyper facile pour Peter Sagan, qui subissait de beaucoup son statut, etc. Et là, enfin, il a assumé sur le championnat du monde. C'était incroyable cette manière dont il sort dans la bosse des Boasson-Hagen, des Van Avermaet, qui étaient ses principaux concurrents de l'époque, et qui faillit vraiment, c'était le plus fort. Bah, les 2 autres championnats du monde qui gagnent, effectivement, bah, il les a gagnés au sprint, et je me souviens au Qatar, surtout, je l'attendais pas du tout à gagner un sprint face à Cavendish, je sais pas, il y avait des Alexander Kristoff, des Matthews, etc., et pourtant, c'est Sagan qui vient il y avait Tom Bonnen, c'est Sagan qui vient la chercher. Après, moi, je l'attendais énormément sur les classiques, Peter Sagan, et là, je suis un petit peu déçu, en fait. Je me rends compte qu'il y a un seul Paris-Roubaix et un seul Ronde. Alors, ce qui est déjà énorme, mais je parle de monument, effectivement, hein. Mais le fait qu'il ait jamais gagné Milan-San Remo, alors pour moi, ça, c'est une aberration. J'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible. Je me souviens de ce sprint face à Ciolek en 2013. Je me dis, mais c'est pas possible, il est maudit, il va jamais le gagner. Enfin, il l'a jamais gagné, d'ailleurs, hein. En 2017, comment il peut perdre face à Michal Kwiatkowski et Julien Alaphilippe, 2 coureurs que normalement il domine en pointe de vitesse. Il est dans ce groupe remporté par Alaphilippe en 2019 sur Milan-San Remo. Il est complètement dépassé, Peter Sagan. Donc, il y a eu trop d'occasions manquées sur des courses qu'il devait gagner. Et puis, effectivement, sur les Flandriennes, bah, il fait 2 énormes exploits. Parce que Roubaix, il part à 50 de l'arrivée. Et sur le Ronde, il domine quand même de la tête et des épaules Fabian Cancellara. Et ça, c'est pas rien. Mais je m'attendais à un petit peu plus. Et puis, cette fin de carrière un peu chez la Total Energy, tu sentais qu'il était plus très très concerné, donc ça a fait également redescendre Peter Sagan un peu dans mon classement. Et c'est vrai que moi, si je me tourne vers sa carrière, c'était extraordinaire. Il a tellement apporté de fraîcheur au cyclisme, Peter Sagan, et voilà, il mérite amplement sa place dans le top 10. Pour moi, c'était pas possible de pas l'y mettre. Malgré tout, versus le coureur que j'ai découvert en 2010, je l'avais tellement kiffé, tellement adoré que j'aurais aimé qu'il y ait encore plus. Alors je sais que c'est déjà incroyable, hein, mais surtout sur les classiques où il a été beaucoup ciblé, et je pense que malheureusement ça l'a un peu desservi. Mais voilà, ça reste quand même un des coureurs du siècle, Peter Sagan. Enfin, voilà, c'est exceptionnel. Mais en fait voilà, je dis ça aussi parce que comme voilà, j'ai mis des potes au vélo il y a pas si longtemps, ils suivent, et c'était impossible de comprendre aussi pour eux que Sagan c'était la rockstar des années 2010. À cause de cette fin de carrière un petit peu totalement dans l'anonymat chez Total Energy. Donc voilà, j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec ces coureurs qui finissent leur carrière comme ça sur plusieurs années de manière un petit peu triste, on va dire, versus le palmarès qu'ils ont connu. Donc forcément, ça a dû un petit peu le faire descendre dans mon appréciation. Mais voilà, Peter Sagan, ça reste la rockstar, hein, comme on disait, de cette décennie. Et c'était un coureur incroyable qui nous a fait vivre beaucoup d'émotions. Et 3 titres de champion du monde d'affilée, c'est quand même un truc de fou. Ben voilà, hein, une belle place. Moi, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais moi aussi, un petit peu plus tard. Alors, je vois tes arguments. Oui, mais moi, parce que les arguments de Titien, c'est ce qui l'empêche de pas aller plus haut dans mon classement, mais c'est pas pour autant que je vais le mettre 9e. Mais les arguments sont tout à fait entendables, et je reviendrai dessus quand je dirai pourquoi il est pas top. Voilà, parce qu'effectivement, moi, il y a un top dans lequel il rentre pas. Il est plus haut, mais vous allez voir ça. Messieurs, l'heure est très grave puisqu'on va rentrer dans le top numéro 8, et là, ça devient terrible, hein, au niveau des... Là, on est en train de pianoter pour savoir qui est-ce qu'on va mettre, etc. Place numéro 8, Mathieu. Qui est-ce que tu as mis en 8e place, donc juste devant Mark Cavendish? 8e, comme dirait-on en Espagne, Ocho. J'ai mis mon coureur préféré de tous les temps, Alberto Contador. Non, 8e. Pourquoi? Je pouvais pas le... Pourquoi si bas? Alors, ah ouais, là... je pense que c'est parce que j'ai un jugement de valeur qui est beaucoup plus dur, vu que c'est mon coureur préféré, et qui m'a fait plus pleurer que de crier de joie. Je vais m'expliquer. Alors, Alberto Contador, c'est... Alors, vas-y, the floor is yours. Si on était vraiment que sur la subjectivité, pour moi, il est numéro 1.
et c'est le meilleur coureur de tous les temps. Sauf que il m'a trop déçu à certains moments. Malgré tout, on va quand même rappeler son immense carrière à Monsieur Contador. Déjà, c'est le surnom le plus iconique de l'histoire du peloton, avec El Pistolero. Donc ça, et puis la célébration la plus iconique, celle que je faisais toujours sur mon vélo. Il y a 68 victoires en carrière, dont 7 grands tours, exactement comme Chris Froome. C'est pour ça aussi que j'avais du mal à les différencier les deux, parce que les deux, à un moment donné, ont été les meilleurs du monde sur les courses par étapes, sur un laps de temps qui n'était pas non plus extraordinaire. Contador, en gros, pour moi, c'est le meilleur de 2007 à 2011. Mais cette période-là, le problème, c'est là aussi pourquoi je peux pas le mettre plus haut, c'est qu'elle a été entachée par des histoires extrasportives qui m'ont fait très très mal quand j'étais plus jeune, de voir son coureur préféré, son idole, être dans des histoires sordides. Ça fait toujours très très mal. Après, Contador, c'est un offensif inarrêtable. Pour moi, c'est ce qui se fait de plus beau dans le vélo. C'est en termes de grimpeur pur le plus beau style que j'avais à voir. C'était un coureur qui était révolutionnaire dans les années 2000. Hein. C'était un grimpeur, très bon rouleur, il était un peu, je pense qu'il était dans le timing, il était très bon sur la fin des années 2000 parce que c'est une course qui se faisait plus trop encore pas vraiment avec les équipiers, où on pouvait se permettre d'attaquer de loin dans l'école, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il en a beaucoup pâti avec l'arrivée de la Sky, même s'il continue quand même à glaner des grands tours. Hein. Il va chercher un Tour d'Espagne en 2014, 2012 et un Giro en 2015, mais sur le Tour de France, en fait, après ces histoires de suspension en 2010-2011, il y a jamais eu vraiment un retour du Contador pour moi de 2009-2010, les années avec Schleck, où pour moi j'avais des étoiles dans les yeux quand je le regardais. Après, malgré tout, il est jamais sorti d'un top 10 de grand tour quasiment. Ça, je trouve ça lunaire et extraordinaire de constance. Et puis ce qui m'a réconcilié finalement avec lui, malgré son horrible transfert à la Trek pour finir sa carrière, c'est cette victoire à l'Angliru. Bon, après cette victoire, j'ai l'impression que Chris Froome il était en train de stopper Wout Poels, parce que Wout Poels s'était déterminé à aller chercher cette victoire sur l'Angliru cette année-là. Et je pouvais pas le mettre plus haut parce que là, c'est le côté subjectif avec le revers de la médaille, où il y a trop de choses qui font qu'il m'a trop déçu, il m'a trop peiné. Et je pense, pour moi, Alberto Contador, il aurait dû finir avec limite 5 Tours de France, 4 Giro, 5 Volta. Pour moi, il était destiné à ça. Malgré tout, il a quand même un extraordinaire palmarès. Mais bon, s'il n'y avait pas eu ces histoires de suspension, il aurait 3 Tours de France, 4 Giro et 2 Volta. Et là, il serait certainement pas 8e chez moi. Mais voilà, pour Alberto, le plus beau coureur du XXIe siècle à mes yeux, mon coureur favori, mais avec lequel je suis très méchant. Eh ben, très bien, 8e place. Titien, est-ce que tu as Alberto Contador en 8e? Non mais attends, j'ai failli faire un AVC là, donc je suis en train de me remettre petit à petit là. Franchement, je pensais pas qu'on aborderait le nom d'Alberto Contador dans cette vidéo. Je pensais que ce serait dans la dernière, mais écoute, très bien. Écoute, oh là putain, c'est pas facile de s'en remettre de ça. Non, bah écoutez, moi vous en avez déjà parlé, donc je vais conclure la boucle sur Paolo Bettini que j'ai mis en 8e position de mon classement. Bon, vous avez très très injuste. Alors, avec le pauvre Paolo, mais Paolo Bettini. En fait, le palmarès, il a un palmarès incroyable. Paolo Bettini, c'est juste un truc de fou. Il est double champion du monde. Il est champion olympique. Il a 2 Liège-Bastogne-Liège. Il a un Milan-San Remo. Il a 2 Tours de Lombardie. Et il a pas que ça, surtout Bettini. Il y avait d'autres courses à l'époque dans les années 2000 qui étaient importantes. Il y avait notamment le Grand Prix de Zurich, qui était une des manches de la Coupe du Monde. Tous les meilleurs punchers grimpeurs de la Coupe du Monde s'y alignaient. Il l'a gagné 2 fois. Il y a également 5 étapes de la Vuelta. Il y a également une cyclassique. Alors, effectivement, la cyclassique aujourd'hui, ça
enfin, c'est pas du tout une course qui nous intéresse, etc. Toujours est-il qu'à l'époque, c'était une des courses les plus importantes du calendrier, puisque c'était une des 9 manches de la Coupe du Monde de cyclisme, et il l'a également gagné. Enfin, faut se dire que aujourd'hui, c'est pas des, enfin voilà, c'est une course de sprinter, etc. À l'époque, Bettini, bah, Rebellin, Ulrich, Astarloa, Celestino, Zabel, Zanini. Enfin, vraiment, c'était une énorme course du calendrier qui apportait beaucoup de points pour la Coupe du Monde, donc qui a été remportée par des grands coureurs comme Museo, etc. également. Donc non, Paolo Bettini, pour moi, moi qui étais enfant à cette époque, dans les années 2000, qui suivait le vélo, et c'est ce que j'avais dit déjà dans l'écrase les pédales qu'on a fait sur les punchers, c'était le puncher référence, et pour moi, il y avait deux coureurs dans l'année qui étaient vraiment dominant que j'attendais, c'était Armstrong sur les grands tours, et sur les classiques, c'était Paolo Bettini. Jusqu'à l'avènement d'Alejandro Valverde vers 2007-2008, Bettini, c'était la référence. Enfin, on l'attendait sur une course, c'était le pétard de Bettini qu'on attendait, c'était son attaque, c'était vraiment le coureur iconique, ce petit coureur là qui était surnommé le Grillon, mais qui avait cette capacité de démarrage et de faire exploser la course énorme, et toutes les courses, c'était vraiment ce que j'attendais, c'était cette attaque, et tous ses adversaires attendaient l'attaque, et je me souviens de son Tour de Lombardie 2006, qui est rentré dans la légende, mais il attaque, il met, je pense, 7 ou 8 attaques sur toute la course, il fait exploser Schleck, il fait exploser Bogert, il fait exploser Rebellin, Di Luca, il reste plus que, je crois, un ou deux coureurs qui arrivent à les suivre, et il met une nouvelle attaque, il les fait exploser, et il finit en solitaire, en pleurs, parce que son frère est décédé une semaine avant, enfin, avec ce maillot de champion du monde qu'il venait d'avoir 2 semaines lui avant, c'était juste un truc de fou furieux, enfin, ouais, Bettini, c'était ce style. Alors effectivement, c'était pas du tout un coureur de grand tour, hein, puisque du coup, il a gagné effectivement une victoire sur le tour, mais majoritairement ces victoires elles ont été sur la Vuelta, mais sur les classiques c'était la référence, et qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir d'être double champion du monde et champion olympique. Déjà, bah, peu de coureurs peuvent se le dire. Alors il y a peut-être Remco Evenepoel aujourd'hui, mais voilà, et puis avec également 5 monuments en plus, dont des monuments comme Milan-San Remo, le Tour de Lombardie, qui sont pour des coureurs qui sont pas forcément du même acabit. Donc Bettini, c'est un coureur également très polyvalent, qu'on voyait également briller sur le Tour des Flandres, qui a été rapidement barré dans son équipe par d'autres coureurs. Donc non, il a jamais fait mieux que 7e pour des Flandres. Il a jamais fait mieux que 7e, mais c'était jamais le leader de son équipe, puisqu'il était à la Mapei à l'époque des Johan Museeuw, puis ensuite il y a Tom Bonnen qui est arrivé, il a roulé pour Tom Bonnen quand il était dans cette équipe, donc il a jamais effectivement brillé sur cette course, parce qu'il était en préparation à chaque fois pour les Ardennaises, mais sur un Tour des Flandres, à mon avis, si Bettini avait été mis leader une année, il aurait pu briller, donc il a jamais gagné l'Amstel, mais ça reste quand même un palmarès de fou furieux, et c'était vraiment le mec référence dans les classiques sur toutes les années, sur de 2000 à 2008, c'était l'élève de Bartoli, il lui a pris le relais, Bartoli, qui était vraiment le puncher dominant des années 90. Donc non, mais Bettini, c'était vraiment quelqu'un, c'était un nom du peloton. Je pense que également, bah, c'est un coureur qui date dans notre classement, et je pense que ça fait un petit peu baisser du fait que soit on l'ait pas forcément vu beaucoup courir, soit bah, ça fait déjà 20 ans qu'il a tiré sa révérence. Mais non, c'était un monstre, Paolo Bettini, c'était vraiment un monstre du vélo. Et moi, je l'ai vu courir comme toi, Titien. Et d'ailleurs, ben, il est quelques places plus bas chez moi que chez toi, mais j'ai vraiment cette impression. J'adorais Bettini, et il avait ce côté vraiment science de la course, explosivité, accélération et tout. Mais par rapport à d'autres coureurs que j'ai mis dans le top 10, je l'ai pas. Enfin, il était fort, mais en guillemets, c'est peut-être une subjectivité visuelle. J'avais pas ce sentiment de domination, genre écrasante. Genre, il gagnait beaucoup. Il était bien placé, il était intelligent, il était fort, il a tout ce que tu veux. Mais j'ai jamais eu l'impression à part peut-être l'année 2003. 2003, il est vraiment à son 2003-2004, il est vraiment très très fort parce qu'il est toujours troisième, deuxième, ou dans des grandes courses, il est voilà. Et moi, j'adorais le championnat de Zurich parce que bon, c'est la maison, donc voilà, il a toujours été très bon sur le championnat de Zurich. Mais sinon, à part les championnats du monde et le championnat de Zurich, il y a jamais une course où pendant 3-4 ans de suite, il était vraiment toujours sur le podium ou toujours dans les gagnants, quoi. Et sur une course comme Liège, ça m'embête, quoi. Alors que c'était fait pour lui. Ouais, il l'a gagné 2 fois, donc c'est quand même pas mal. Il fait vainqueur, 15e, vainqueur, après il est plus là, puis après il fait 22e, 4e, 2e, 4e, 9e, mais il la regagne pas, alors que la course elle est faite pour lui, dans ses meilleures années en plus. Après, il y aura d'autres coureurs, peut-être quand on va reparler. Oui, voilà, après il y a d'autres mecs qui sont arrivés. Il n'était pas tout seul sur Liège, c'est le problème. Après, il est 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde, ça on peut. Non, mais Bettini, le palmarès est colossal, hein, vraiment.
Ah non, mais on est d'accord. D'ailleurs, bah oui, vainqueur de la Coupe du Monde en 2002, 2003 et 2004. Bah Donc ça ce c'est que tu pareil, parlais, hein. justement, les courses de la Coupe du Monde. Et surtout, moi, ce que je retiens, et je le mets à son crédit, donc c'est ses 3 meilleures années. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Bettini, allez voir le Bettini, parce qu'il y a les images de sa course de 2006, justement, le doublé championnat du monde Lombardie qui tourne sur Internet. Mais si vous pouvez aller voir, vous êtes des jeunes, vous ne connaissez pas Paolo Bettini, allez voir le Bettini 2002, 2003, 2004. C'est le prime, puisqu'en 2002, il est troisième du classement OCI. En 2003, il est premier du classement OCI. Ça, je le mets à son crédit. C'est extraordinaire pour un coureur de son type. Et il est deuxième en 2004 du classement OCI. Donc, Ouais. Bettini 2002-2004, c'est vraiment le prime. Et allez voir, parce que là, il est vraiment extraordinaire. Ce qui lui permet d'être aussi haut dans le classement. Mais ouais, et puis moi je suis fervent militant un jour du retour de cette Coupe du Monde. Moi j'adorais quand j'étais petit, c'était hyper avec ce maillot là. Franchement, c'était un truc de fou la Coupe du Monde, hein. Franchement, j'étais fan. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mais bon, depuis 2005, c'est fini. Très bien. Eh ben, je vais terminer la 8e place et je vais déchaîner les enfers. Excusez-moi. Parce qu'en 8e, je vais mettre un de mes coureurs préférés, mais je vais mettre un des coureurs. Et là, je pense que Titien, la 8e place entre Alberto Contador et moi, avec ma 8e place, je pense que Titien va faire un arrêt cardiaque. Mais je ne peux pas le mettre plus haut, pas parce que je pense vraiment qu'il peut terminer sur le podium, mais il est en cours de carrière et j'ai besoin d'en voir encore plus. C'est Mathieu Van Der Poel. Ouais, je l'ai mis juste au-dessus, hein. Je l'ai mis 7ème moi, donc. Ah, donc ça va, c'est pas un blasphème. Non, c'est pas un blasphème. J'ai été obligé de remettre de l'objectivité un peu dans mon classement. Donc, il est il est en cours de carrière. Il est extraordinaire. On en parle. Tu sais quoi, on en parle ensemble, Titien. Je commence, puis après tu pourras enchaîner sur la 7e place, puis faire le tapis de sol. Mathieu Van Der Poel, il est en cours de carrière. C'est, je pense, honnêtement, sur l'ensemble du classement, il est dans le top 3 des coureurs qu'on préfère regarder. Enfin, en tout cas pour moi. Ah oui, Actuellement, c'est mon il coureur est extra. Voilà, oui, moi, il est dans le top 3. Donc, tu vois, on est avec assez Stéphane raccord Kung là-dessus. et Mauro Schmidt, c'est ça? Ouais, exactement. On en parlera après. Voilà. Il est extraordinaire, Mathieu Van Der Poel. Il est tellement fort. Je parle fort pas en termes de, bien sûr que mais en termes de développement de watts. Dans des côtes ou quand il faut faire la différence pour partir. Il est fort, mais qu'est-ce qu'il développe comme watt pur. Alors après, évidemment, sur des grands tours, etc., c'est plus compliqué parce qu'il faut de la récupération, il faut de l'endurance, on y reviendra. Mais Van Der Poel, qu'est-ce que sur des classiques, quand il faut gagner une course, bon, évidemment, on va pas revenir sur cyclocross, bon, voilà, parce que c'est une domination sans pareil, alors qu'il y a Van Aert, mais justement, par rapport à Van Aert, qu'on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans le classement, on a mis aux alentours de la place 20, 22, 23 par là autour, mais qu'est-ce que ça gagne? Mais qu'est-ce que ça gagne par rapport à des coureurs qui ont le même âge et le palmarès, enfin, et je pense il est qu'à la moitié, hein, je pense qu'il va encore en rajouter. Titien, je sais pas ce que t'en penses, mais c'était difficile de le mettre plus haut parce qu'en cours de carrière, mais je pense que si on refait dans 5 ans le classement et qu'on fait le top 30, mais je pense qu'il est pas loin du podium. Bah j'espère. Non mais ouais, c'est un truc de fou. En fait. C'est un coureur en cours de carrière, mais c'est un coureur iconique, Mathieu Van Der Poel. En fait, alors on se concentre que sur la route. Évidemment, si on avait pris en plus tout son palmarès en cyclocross, là pour le coup, il aurait été bien plus haut. Mais rien que sur la route, enfin voilà. Et pourtant, il est arrivé plutôt tard, hein, à 24 ans, parce qu'avant il était vraiment concentré sur le cyclocross. Mais au-delà du palmarès qui est déjà gargantuesque, ça peut devenir dans les prochaines années le meilleur Flandrien déjà du siècle et peut-être de l'histoire. Et puis aussi, ce style sur le vélo inimitable, enfin c'est un truc de fou. Et moi, cette attaque, je m'en suis jamais remis sur l'Estrade Bianche dans le Tolfe en 2021, là quand il attaque, et pourtant un groupe royal, et même Julien Alaphilippe qui était prime à l'époque. Bah voilà, il y a tout le monde. Non mais il y a tout le monde quand il est en forme. Mathieu Van Der Poel sur le punch pur, c'est le meilleur puncher du monde. Mais c'est pas que ça. Mathieu Van Der Poel, c'est également un coureur qui a eu quand même qui est assez humain, à quel on peut s'identifier parce qu'il est assez spécialisé dans sa discipline. Il a aussi quelques coups de moins bien. Je me souviens de ce truc improbable au championnat du monde 2019 où il baisse la tête là. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis il explose complètement alors que tu t'y attends pas. Il y a eu quelques petites explosions qui me l'ont rendu encore plus
encore plus sympathique que ce serait un coureur qui ferait que gagner tout le temps. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que à une période où il n'était pas encore aussi dominant, quand il est arrivé dans le vélo, bah, il m'a fait vivre des émotions de ouf. Franchement, son année 2019, avec à la fois sa remontée sur le Tour des Flandres quand il chute là, et Van Der Poel, il aborde les 45 derniers kilomètres en 80e position et 10 kilomètres après, il finit quatrième. Non mais c'était incroyable, il était tellement fort et puis L'Amstel, bah c'est le final le plus intense que j'ai vécu de toute ma vie, quoi. Alors, bien aidé par le cerveau de certains qui a complètement débranché, mais cette victoire de Van Der Poel, mais j'arrivais pas à m'en remettre tellement j'étais comme un fou. Donc, non, de par la domination qu'il exerce dans sa spécialité qui est le punch et les pavés, et puis les émotions qu'elle peut faire vivre ce style. Puis Mathieu Van Der Poel, au-delà de ça, c'est une icône parce que c'est une marque de vélo à lui tout seul, hein. La marque Canyon, c'est Mathieu Van Der Poel aujourd'hui. Enfin, si les gens vont s'acheter cette marque aujourd'hui, c'est parce que c'est le vélo de Van Der Poel et c'est lui qui porte la marque à lui tout seul. D'ailleurs, je sais plus jusqu'à quelle année il est ambassadeur là, mais enfin, voilà, c'est un truc de fou. Donc non, juste pour le côté style, le côté puissance et le côté voilà, iconique, Mathieu Van Der Poel. Il est en cours de carrière, mais à mon avis, il pourra en dépasser encore plusieurs qui sont dans ce top 10 d'ici la fin de sa carrière. Alors ça c'est clair, et une petite bémol, pourquoi je le mets en guillemets qu'en 8, alors qu'en termes de domination, je veux dire, il est top 5 tous les jours. Si on parle de pure domination, c'est déjà en cours de carrière, donc on va laisser finir son prime, parce qu'il est en plein milieu, hein, il est en plein milieu de ses meilleures années. Donc qui sait ce qu'il va nous faire en 2025, qui sait ce qu'il va nous faire en 2026, etc. On lui souhaite évidemment le meilleur. Moi, il y a quand même un tout petit bémol qui peut améliorer avec l'expérience et tout. Il y a un tout petit bémol, c'est que à moi, sur les grands tours, il m'en faut un petit peu plus. Il m'en faut un tout petit peu plus sur les grands tours parce que on se souvient de son maillot jaune qu'il a dédicacé à son grand-papa mort un petit peu avant sur le Tour de France de 2020. Enfin, c'était fou ça. Hein. C'est extraordinaire. J'aimerais bien qu'il aille en chercher un petit peu pour l'instant. Une étape sur le Tour de France, une étape sur le Giro. Alors c'est très bien parce que du coup il peut le maillot distinctif à chaque fois quand même. Hein. Le maillot distinctif à chaque fois. Non, mais, oui, c'est ultra dominant. C'est pour ça que je le mets si haut, parce qu'il y a vraiment l'aspect domination. Un petit peu plus Mathieu. Si tu peux aller nous chercher une ou deux victoires d'étape, un peu comme Van Aert là. On parlait du Van Aert 2022. Voilà. Et si Van Der Poel nous fait un Tour de France à la Van Aert où il va chercher 2-3 victoires d'étape et pourquoi pas se battre sur un maillot vert ou sur un truc comme ça, ah là moi ça me le fait monter, mais vraiment. Parce que on sait que c'est le meilleur Flandrien, on sait que son championnat du monde 2023, moi c'est le joyau. C'est le joyau de son palmarès, c'est le championnat du monde 2023 en Écosse. Où, c'est moi ou il y a Van Aert et Pogacar dans la course? Ouais, non, mais c'était incroyable. Après le championnat du monde 2023, il a fait les mecs, le meilleur sur ce type de course, en fait c'est moi et vous allez rien faire. Mais il les a défoncés. Alors qu'on parle de deux des meilleurs coureurs potentiellement de l'histoire. Et plus, il y a la Philippe, il y a tout ce que tu veux. Et le mec, mais enfin bref, il y a beaucoup de belles choses. Et on attend la suite de carrière. D'autres choses sur Mathieu Van Der Poel en 7. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Hein, c'est mon coureur préféré. Donc, si j'étais pas objectif, il serait beaucoup plus haut. Mais non, c'est incroyable. Et voilà. 2 Paris-Roubaix de suite, hein, peut-être un 3e cette année. Peut-être le record cette année aussi de victoire sur le Tour des Flandres. Ouais, non, bah, à suivre là, parce que oui. Oui, Mathieu, tu voulais dire. Non, moi, Van Der Poel, j'en parlerai un petit peu plus tard, parce qu'il y a des arguments sur lesquels je vous rejoins, mais d'autres que je vais débunk, notamment sur le fait qu'ils sont en pleine carrière. Au cours de carrière, ouais, d'accord. Mais parce que, comme j'ai dit, moi, si je regardais juste dans l'absolu et que j'essaie de me projeter, il serait top 5, voire potentiellement en course pour le podium. Là, c'est juste que on prend sur l'existant, on sait pas, c'est un sport risqué le vélo, on sait jamais ce qui peut arriver, et puis voilà. Mais je le mets très très haut. Potentiellement, moi j'ai dit potentiellement si on fait cette émission dans 5 ans avec un top 30 du siècle, potentiellement Van Der Poel il est podium, c'est une folie. Du coup, place numéro 7, Mathieu, on t'a pas beaucoup entendu là, ces derniers temps, donc je te repasse la parole. Qui as-tu en place numéro 7? Faites attention à vos parapets, messieurs, car on va parler de Philippe Gilbert, que j'ai mis en 7. C'était dur à classer en fait, parce que Gilbert il m'a marqué, parce que pour moi, si on parle de polyvalence dans le monde du vélo, je crois que sur les monuments, il n'y a pas mieux que lui. La preuve, il a remporté 4 des 5.
quel regret qu'il n'ait jamais remporté Milan-San Remo. De Milan-San Quel Remo, regret. Quel regret, parce que, bon, on va dire qu'il compense ça avec son... Ouais, mais Milan-San Remo, ça ne sourit pas forcément au meilleur, mais au plus intelligent. Et je pense que des fois, il était pas toujours il était souvent le plus fort, Gilbert, mais pas forcément le plus stratège. On peut dire ça comme ça. Après, bah, Gilbert, il y a son championnat du monde 2012, où j'ai rarement vu une telle domination. Mais il y a surtout son année 2011. C'est c'est une des meilleures années du siècle, concrètement, où à peu près partout où il s'aligne, bah, il gagne. Je me souviens de son début de Tour de France 2011, mais c'est quoi ça? C'est le mec qui met des pilules à tout le monde comme il veut. Euh, il était trop fort, quoi, sur des classiques plus typés flandriennes, hein. Paris-Roubaix et le Rond 2, sachant que le Paris-Roubaix, il le remporte à 37 ans, ce qui est un exploit monumental, même si c'est pas le seul à avoir gagné des monuments très très vieux, hein, slash Mathieu Heyman, mais le fait qu'il fasse cette, cette année 2019 qui est complètement folle, où on pense que c'est quasiment acté que c'est fini, bah, depuis le fait qu'il est parti de la BMC malgré ce Tour des Flandres 2017, bah, il rebondit, il gagne un magnifique Paris-Roubaix, même si alors en termes d'édition, c'est pas une des plus belles, je trouve, à mes yeux, mais 4 monuments sur 5, c'était impossible de pas le mettre aussi haut. C'est aussi un coureur qui a fait le triple Ardennais en 2011. On parle de cette année 2011, mais il y en a pas beaucoup qui ont fait le triple Ardennais. Et il y en a un qui arrive là. Ouais, bah, ouais. Il y en a pas beaucoup, et en général, quand tu te retrouves très haut, enfin, Gilbert, c'était trop fort. Et puis, c'est une sympathie sur et en dehors du vélo. C'était un visage du cyclisme hyper agréable, et il a gagné à peu près partout, à mon sens, où il pouvait gagner, en tout cas sur sa spécialité en tant que coureur. Il a gagné sur des Flandriennes, sur des Ardennaises, sur des championnats du monde. Il a gagné des étapes de Grand Tour. Il a gagné, avant que ça connaisse un réel déclin, il a gagné 2 fois Paris Tour. Mhm. Enfin, je pense que le seul petit truc qui lui manque, c'est que je pense qu'il aurait plus rivalisé sur des courses par étapes type Tirreno Adriatico au Tour de Pologne, qui ne demande pas forcément d'être un grimpeur, mais un espèce de puncher qui roule plutôt pas mal. Et bon, c'était pas le meilleur rouleur du monde, hein, loin de là, même très très loin de là, mais je pense que sur ce genre de petites courses par étapes d'une semaine, il aurait pu un petit peu plus briller, mais Gilbert, ça reste une carrière monumentale, un des visages du cyclisme belge, et pourtant Dieu sait qu'il y en a. Mais trop trop fort, Philippe Gilbert, hein, c'était. Et puis bah pour moi c'est le visage de la grande BMC. Donc bien devant des Greg Van Avermaet, bien devant des Cadel Evans. C'était trop trop fort, Philippe Gilbert. C'était durant quasiment toute sa carrière, à partir de là où il a vraiment explosé, à partir de 2007-2008 jusqu'à 2019, il a toujours été cité dans les favoris ou outsiders des courses auxquelles il participait. C'était trop trop fort, Gilbert, mais je pense que c'est bien d'avoir gagné 4 monuments sur les 5, mais il n'y en a jamais un qui l'a gagné 2 ou 3 fois, et ça donne. Oui, et ben Donc, merci beaucoup. voilà. Ouais, ben merci beaucoup Mathieu, parce que tu m'as fait tout mon argumentaire, puisque Philippe Gilbert est également en 7e place chez moi. Donc voilà, j'ai pas pu vraiment, enfin moi, je l'ai mis, j'avais Van Der Poel et Gilbert dans 2 mains pour ces places-là, en disant je les mets pas dans le corps, dans le top, enfin encore pour Van Der Poel, Gilbert, sa carrière est terminée, je les mets pas dans le top 5. En même temps, je les mets forcément dans mon top 10, et ils étaient là à la lutte 7-8, et je suis d'accord avec tous tes arguments. J'aurais bien aimé, alors évidemment il y a ce Milan-San Remo, ça c'est terrible parce que s'il chope le Milan-San Remo, mais il est top 5, parce que c'est extraordinaire. Mais voilà, Ça aurait été le seul. Ça aurait été le seul avec Merckx et Van Looy. Et Van Looy. Et donc du coup, oui, mais c'est le seul du siècle. Donc ça, c'est un argument incroyable. En plus. Même argument que pour Sagan, ben voilà, on va y revenir à Sagan, mais que du coup, j'ai pas tellement beaucoup plus loin devant Gilbert pour ces raisons-là. C'est un peu des genres de profil, même si voilà, enfin le profil dans le sens, ils ont pas gagné San Remo, alors que
Ils auraient pu la gagner plusieurs fois. Et puis, bah oui, comme pareil, hein, sur les courses d'une semaine, c'est vrai qu'il privilégiait beaucoup les classiques dans lesquels il était très très bon. Euh, voilà, magnifique carrière, Philippe Gilbert, 7e chez moi. Donc 7e place pour... je fais un petit récap parce qu'on va terminer cette vidéo ici, la partie 2 ici, puisque après on sera à la partie 6e. Donc on termine avec Philippe Gilbert en 7e place pour Mathieu et moi, et Titien en 7e place, son coureur favori, Mathieu Van Der Poel, que tu as laissé à la porte du top 6. Messieurs, on a parlé de très beaux noms, et on va se retrouver dans une dernière vidéo pour parler du top 6 et également s'occuper de la zone de collecte, des mentions honorables qui n'auront 2-3 noms dont on aurait pu évoquer, qui ne sont pas rentrés dans ce top 25. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Un dernier mot pour conclure avant qu'on passe à... on se retrouve dans quelques jours pour le dernier chapitre de cette émission. Titien. Ah bah non, c'est toujours très sympa. Hâte d'annoncer la première place avec Pierrick Fédrigo, donc voilà, C'est pas je une suis coupe, ma gueule. dans les starting blocks pour la dernière. Exactement. Et puis Mathieu, au plaisir de te retrouver dans quelques jours. Ouais, j'ai hâte de pouvoir parler de Mikel Landa comme meilleur coureur du siècle, ce qui me semble tout à fait évident. Gros palmarès. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode du Top 25 Radio Fringale, et restez bien évidemment connectés parce que la saison est en train de reprendre. Là, il commence à y avoir des belles courses de début de saison de printemps qui arrivent, et on se retrouve très rapidement pour la dernière partie, le top 6 du Top 25 du siècle. Merci à tous de nous avoir écoutés, et à plus. Ciao les copains. Allez, bye bye.